Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je crois que le héros de ce jeudi matin a 10 ans et le sourire malicieux des gamins qui viennent de jouer un bon tour. David Kissinger est le fils d'Henry Kissinger, le plus proche collaborateur du président Nixon. David a révélé aux journalistes un secret d'État que son père et le président américain voulaient garder. Richard Nixon ira en Chine au mois de mars. La Maison-Blanche ne devrait plus tarder à confirmer cette indiscrétion spontanée du petit David. Avant de rencontrer Mao Tse-tung à Pékin et M. Brejnev à Moscou, le président Nixon a demandé à s'entretenir les 13 et 14 décembre prochains aux Açores avec le président Pompidou. L'île de Terceira, qui est pratiquement à mi-distance entre Paris et Washington, dans l'Atlantique Nord, accueillera donc les deux chefs d'État. Les deux hommes résideront dans cette petite ville d'Angra, qui est derrière moi, Angra, qui est la capitale de l'île de Terceira. Messieurs Nixon et Pompidou se connaissent déjà bien, ils se sont vus à plusieurs reprises, ici en mars 70, à Paris. Cette fois, leur rencontre couronne une année diplomatique importante et positive pour Paris, mais surtout, elle tombe bien. Messieurs Nixon et Pompidou parleront de leurs relations avec l'Union soviétique ou avec la Chine, des meilleurs moyens de lutter contre la drogue, mais surtout de la crise monétaire internationale qui secoue le monde depuis les mesures prises par le président Nixon au mois d'août de cette année. Pourquoi la France d'abord? C'est une question que je vous pose, Michel Tardieu. Est-ce une manière de faire, en quelque sorte, pression sur un allié peut-être un peu trop indépendant? Mais vous savez, Jean-Pierre, si on veut expliquer cette visite ou cette rencontre Nixon-Pompidou, je crois qu'il faut revenir un petit peu en arrière. Comme vous l'avez rappelé, le 15 août, M. Nixon fait voler en éclats le système monétaire international. Et le 18 août, la France répond. Elle est le seul grand pays à prendre position, une position ferme, en disant « nous comprenons pourquoi les Américains font ce qu'ils font, mais nous ne voulons pas en pâtir ». Donc la France prend une position de résistance. Et puis, ensuite, il ne se passe plus rien jusqu'à aujourd'hui. Toutes les conférences internationales qui se sont réunies n'ont pas pu parvenir à même une ébauche de solution. Donc, les Allemands, pour faire plaisir aux Américains, ont essayé de faire pression sur les Français pour que les Français cèdent, pour qu'ils acceptent une légère réévaluation. La France n'a pas voulu réévaluer. Et il y a eu cette fameuse demande de sommet entre l'Allemagne et la France, entre M. Brandt et M. Pompidou. Et vous savez qu'on ne comprenait pas très bien pourquoi il y avait cette valse hésitation pour fixer la date. Eh bien, tout simplement parce que les Allemands voulaient que la rencontre Brandt-Pompidou soit avant la réunion des 10, ceci pour faire plaisir aux Américains. M. Connelly, le secrétaire au Trésor, aurait aimé en effet arriver à la réunion des 10 après un sommet franco-allemand dont il pensait que ce serait un échec et pouvoir dire devant les 10, la France et l'Allemagne sont incapables de s'entendre, nous ne pouvons donc pas nous entendre, nous, à 10. Or, Paris n'a pas cédé, la réunion entre M. Pompidou et M. Brandt aura lieu après la réunion des 10 qui, elle, se tient à Rome le 30 de ce mois. Donc, Paris reste très ferme sur ses positions, et finalement, M. Nixon s'est dit que le plus simple, plutôt que de s'entêter, de s'obstiner, comme le faisait son secrétaire au Trésor, M. Connelly, était probablement de rencontrer M. Pompidou. Ceci d'autant plus que M. Pompidou a vu M. Brejnev longuement il n'y a pas longtemps, et que sur la prochaine rencontre entre M. Nixon et les dirigeants russes, eh bien, il est peut-être bon qu'auparavant, le président des États-Unis ait un petit peu la température des Russes prise par Paris. D'une façon générale, que faut-il attendre de ce sommet franco-américain? Je crois que certains parlent déjà, autour de vous et dans la principale capitale mondiale actuellement, d'une dévaluation possible du dollar de quelque chose comme 5%. Est-ce que c'est vrai, d'après vous? Écoutez, c'est très difficile à dire. Il est probable qu'une solution monétaire passera effectivement par une légère dévaluation du dollar. De combien réévalueront les Allemands et les Japonais, de combien dévalueront les Américains, c'est difficile à dire d'avance. Maintenant, en tout cas, il y a 3 échéances importantes pour la monnaie. D'abord, le 30 de ce mois, donc, la réunion des 10 à Rome. Ensuite, le sommet Pompidou-Brandt. Et enfin, la rencontre Nixon-Pompidou. Alors, bien sûr, quand sera prise la solution? Mais je crois qu'il faut d'abord rappeler qu'il y a plusieurs solutions. Il n'y aura pas qu'une solution. Il y a ce problème du réalignement des monnaies dont vous venez de parler, Jean-Pierre, mais qui n'est qu'un aspect des choses. En effet, réaligner les parités monétaires, ça veut dire simplement qu'on corrige les écarts entre les monnaies qui résultent eux-mêmes de la crise que connaissent les Américains, ce déficit
constant de la balance des paiements américaine. Donc on peut très bien avoir des ébauches de solutions au cours de la réunion des 10, par exemple sur le réalignement des monnaies, mais de toute façon il restera du pain sur la planche à M. Nixon et à M. Pompidou, car il y a tout le problème du contentieux commercial qui lui est considérable. Et la dernière réunion de l'accord général sur les tarifs douaniers qui s'est tenue à Genève n'a pu arriver, elle, à aucune perspective d'accord. Donc, les deux présidents, quand ils se rencontreront, auront de toute façon, même si les choses se passent bien à Rome et même si elles se passent bien à Paris, sur le plan commercial et monétaire, elles auront encore beaucoup de choses à faire. On chuchote déjà qu'après ce sommet franco-américain des Açores, le président Richard Nixon rencontrerait M. Heath et le chancelier Willy Brandt. Jean-Yves Cuot avait passé 7 heures en mer après le naufrage du Maori dans lequel ses 38 camarades avaient disparu. Seul rescapé du Maori, de ce drame récent, Duclos reste bouleversé par les moments tragiques qu'il a vécus. Il s'est confié à Annie Delmont, vous allez l'entendre. Tout me reste, hein, vous savez, tout me reste bien clair et bien précis. C'est une chose qu'on n'oublie pas, hein, vous savez. Vous êtes resté plusieurs heures dans l'eau. Comment avez-vous pu résister? Bon. D'abord, j'avais cette combinaison qui me protégeait. Puis je m'étais enduit tout le corps, même la combinaison d'huile de copra. Et à quoi avez-vous pensé quand vous étiez dans l'eau? Ce qu'on pense, on pense à sa vie, quoi. Sauver sa vie. On parle, pour pas dormir, on parle, on s'appelait, toute la nuit on s'est appelé. Vous allez repartir? Oui. Oui. Je pense bien repartir au mois de janvier, quoi, disons. Bien repartir, passer les fêtes de fin d'année en famille, et puis repartir. Vous avez quand même une petite appréhension à l'idée de remonter sur un bateau? Il faudrait que je sois dessus d'abord. Comme ça, on ne peut pas se rendre bien compte, quoi. Il faut être dessus. Je sais pas si je tiendrai le coup, je sais pas. Des explications, M. Chirac. C'est ce que demandent les Républicains indépendants, qui sont les alliés de l'UDR au sein de la majorité, émus par les récents propos du jeune ministre. De nombreux députés sont en effet étonnés de 2 phrases prononcées par M. Jacques Chirac, à titre personnel. Le régime parlementaire est-il adapté, demandait M. Chirac, à la société future, dans la mesure où il forme un écran qui supprime toute participation? Et sa deuxième phrase, nous sommes de toute façon dans un régime de transition. À l'Assemblée nationale, les députés vont s'attaquer cet après-midi à la loi sur les incompatibilités parlementaires que l'opposition, socialiste et communiste, pourrait voter tout en la jugeant encore insuffisante pour réprimer et éviter les abus. Comme toujours, devant un texte important, il y a les pour, il y a les contre. Voici leurs arguments. Bernard Olivier. Ce qui m'inquiète, c'est que l'on considère qu'il y a à l'heure actuelle un certain nombre de fonctions qui sont frappées d'une sorte de péché de tare, à savoir les fonctions de la construction. Or, il est certain que si l'on veut se livrer à des opérations irrégulières, il n'est pas absolument nécessaire de choisir la construction. On peut faire des irrégularités dans la vie et comme avocat, je vois comparaître dans mon cabinet des gens de toute profession en s'adressant à des activités professionnelles, voire paraprofessionnelles de toute nature. Vous considérez au contraire que le texte du gouvernement ne va pas assez loin, je vous retournerai la critique qui a été faite. Vous ne ferez entrer au gouvernement que des fonctionnaires ou des gens sans responsabilité. Je vous répondrai en 2 points. D'une part, effectivement, je crois que l'on peut modifier un peu le texte du gouvernement dans le sens d'une plus grande rigueur. Mais si nous avons, avec un certain nombre de mes collègues, dont Alain Ternoir, déposé une proposition de loi, c'est parce que nous estimons qu'il s'agit là d'un problème qui relève essentiellement des parlementaires, que c'était à nous à prendre l'initiative dans ce domaine et que par conséquent nous n'avions pas à attendre que le gouvernement vienne nous fixer une règle de conduite, que nous étions en quelque sorte suffisamment grands pour nous imposer nous-mêmes la discipline nécessaire. Alors, le deuxième aspect, est-ce que les députés qui n'auraient pas droit à un certain nombre d'activités seraient des députés amoindris?
Certainement pas. C'est un problème très difficile que celui que vous soulevez et on ne peut pas ne pas être d'accord avec Tisserand lorsqu'il dit qu'il ne faut éviter que certaines fonctions soient frappées d'une sorte de suspicion. Il n'en demeure pas moins que tout ce qui concerne à la construction, sans que l'on puisse pour autant porter une condamnation, risque davantage de donner lieu à des comportements qui peuvent être plus difficilement compatibles avec l'indépendance d'un député et l'exercice de son mandat. Je crois que le problème de fond est celui de l'indépendance de l'élu, l'indépendance du responsable. Et c'est cela qui doit être garanti. Et comme le dit Stasi, cette initiative devait venir du Parlement. Mais le vrai problème qui se pose aujourd'hui, c'est le rôle du Parlement dans la société moderne, et c'est le problème qui n'est toujours pas résolu et qui continue à se poser et qui nous préoccupe tous. Et qu'il y a d'ailleurs une différence entre une profession exercée avant son élection et qui est connue des électeurs, et des professions que l'on peut acquérir par la suite pour améliorer une situation dans des conditions qui ne sont pas toujours très pures. Les règles qui existent déjà au Parlement suffisent ou suffiraient si chacun s'y référait totalement. C'est un projet inutile. Ce projet n'est pas inutile, me semble-t-il, parce qu'il permet précisément l'occasion de débattre, comme nous le faisons aujourd'hui, d'un certain nombre de problèmes, de faire savoir, de faire mieux connaître à l'opinion de quelle façon se pose ce problème, mais il est évident que c'est surtout une question de conscience personnelle et de la mission que chaque de la conception que chaque parlementaire a de sa mission et du rôle qu'il doit jouer. Daniel Brem à l'Assemblée nationale, à quelques 2 heures du début du débat sur les incompatibilités. Daniel Brem. Eh bien, le débat commence en effet à 3 heures. Je crois que la séance de cet après-midi qui s'ouvre sur le rapport de M. Mazeaud que vous avez entendu hier à 13 heures sera plutôt académique. Car en réalité, on assistera à une série de monologues des représentants des groupes de la majorité. Pour l'opposition, M. Ducolonnet, communiste, et Lagorce, socialiste. Pour la majorité, M. Le Douarec, UDR, et M. Claudius Petit, PDM. Mais il n'y aura aucun orateur pour les Républicains indépendants. Il y aura certainement des brassées de cactus, bien sûr, dans tous ces monologues et quelques réactions. Mais c'est surtout cette nuit, me semble-t-il, que le débat risque d'être animé quand on rentrera dans le vif du sujet et qu'on discutera les 5 articles et la question préalable de M. Rocard. Finalement, Daniel Brem, est-ce que les députés pourront modifier le texte, je veux dire l'amender? Eh bien oui, M. Mazeaud avait raison hier. Le gouvernement a accepté un certain nombre d'amendements, en tous les cas au moins un, qui estime que le Conseil constitutionnel sera le juge qui décidera des fonctions qu'un parlementaire pourra conserver ou non. Est-ce que le Sénat devra voter le même texte que l'Assemblée? Alors là, il y a un point qui n'est pas encore éclairci, car la Constitution prévoit que le Sénat et la Chambre doivent se prononcer en termes identiques sur des textes qui intéressent le Sénat. Ce texte intéressant les deux assemblées, on ne sait pas exactement de quel côté on va trancher. Nous vous retrouvons donc ce soir, Daniel, pour des commentaires sur ce débat sur les incompatibilités à l'Assemblée nationale. Un Français sur 10 habite une ville moyenne comme celle-ci, une ville qui a entre 50 et 150 000 habitants. Jusqu'à présent, le gouvernement avait choisi de fonder sa politique de développement urbain sur 8 métropoles d'équilibre. Aujourd'hui, il définit de nouveaux pôles de développement parmi les villes moyennes qui sont, comme vous le voyez, très réparties sur le territoire. C'est l'un des 3 sujets de la réunion que préside cet après-midi à l'Élysée M. Pompidou. Les 2 autres termes concerneront l'harmonisation de l'aménagement du territoire entre la France et l'Allemagne et l'aide à la décentralisation. Après la décentralisation de l'industrie, celle des bureaux, le gouvernement voudrait en effet encourager certains services dont la présence à Paris n'est pas indispensable à s'installer ailleurs sur le territoire français. Christian Guy. C'est peut-être un lieu commun de le répéter, mais chaque jour cela empire. Cela est dû bien sûr à l'augmentation naturelle de la population de la région parisienne, mais surtout à l'augmentation de ce que l'on appelle les activités du secteur tertiaire, les bureaux, les commerces, l'ensemble des services. Il y a 10 ans, pour un habitant qui travaillait dans l'industrie, il y en avait déjà 2 qui travaillaient dans le tertiaire. Aujourd'hui, la proportion est passée de 1 à 3, 1 à 4 peut-être. Toutes ces activités ont tendance à rester concentrées dans le centre de Paris. Bien sûr, on a tenté de le décongestionner, témoin ces immenses tours du quartier de la Défense entièrement consacrés au tertiaire. Mais il n'est pas sûr qu'on ait réussi. Déjà ici, on a construit 2 fois plus de bureaux qu'il n'en était prévu au départ. 2 chiffres encore.
En 1967, il y avait 325 000 mètres carrés de bureaux dans la région parisienne. 3 ans plus tard, en 70, il y en a déjà plus de 1 200 000. Deux raisons essentielles. Nous sommes arrivés à une époque, et cette époque est mondiale, où le secteur où on parle de civilisation post-industrielle. Cela veut dire que, essentiellement, les fonctions de service sont devenues plus importantes que les fonctions de production. Non pas plus importantes en soi, il n'est pas question de supprimer la production, rien n'existe sans production, mais le service rendu à l'homme par un homme à un autre homme finit par primer toutes les activités humaines. Et alors l'autre raison? L'autre raison, c'est une tendance typiquement française, qui existe dans d'autres pays d'ailleurs, en URSS par exemple, mais française, à la centralisation. Depuis toujours, les tendances au fédéralisme en France ont fait que les activités se sont concentrées à Paris de par une volonté politique au départ, et ensuite une volonté économique. Un exemple frappant de cette centralisation, les banques. La plupart des sièges sociaux sont concentrés dans le quartier de l'Opéra. Et pourtant, pour certains, cela ne suffit pas. D'aucuns rêvent encore aujourd'hui de faire du centre de Paris une véritable city financière, comme à Londres. Je pense qu'on est arrivé à un point où il faut prendre des décisions urgentes, et ceci à la fois pour la sauvegarde de Paris et la sauvegarde de la province. Paris s'asphyxie. Le marché du logement diminue dans le centre de Paris. Le centre de Paris est maintenant soit une suite de bureaux totalement déserts, inanimés le soir, soit une suite de terrains vagues, parce qu'on n'a pas encore trouvé le moyen d'y construire. Et, comme conséquence directe, l'éloignement du Parisien vers la banlieue. D'où tout le problème reposé des transports, des migrations quotidiennes, problème épouvantable entre tous. Vis-à-vis de la province, dès lors que l'on fait une politique de régionalisation, cette politique serait parfaitement stérile si elle n'amenait pas en même temps en province toutes ces activités de service, et particulièrement les activités tertiaires supérieures destinées à la faire vivre. Ces choix sont d'autant plus difficiles qu'ils concernent chaque jour un peu plus de monde. Et puis surtout, ils posent à nouveau avec acuité l'un des problèmes les plus délicats de la France d'aujourd'hui, la régionalisation. Les Français ont peur du chômage, c'est un fait connu, mais c'est aussi un fait chiffré par la Sofres pour notre confrère Les Informations. 68% des Français ont l'impression que le chômage a augmenté au cours de cette année 71, c'est-à-dire 14% de plus qui avaient la même impression en 1970. Les cadres français sont-ils heureux? Quelle place ont-ils dans la société d'aujourd'hui? Tel était le thème d'Hebdo Affaires, qui était retardé mardi à cause de la grève de l'ORTF que vous connaissez. L'abondance de l'actualité nous oblige à ne pas le diffuser aujourd'hui, à le reporter au mardi 30 novembre. Que vous soyez cadre ou épouse de cadre, retenez donc bien cette date, le 30 novembre, Hebdo Affaires. Gérard Nicou a passé sa première nuit dans la prison assez confortable de Bonneville en Haute-Savoie, où il a été transféré, avec le bénéfice du régime politique. Il devrait y passer 14 mois. 10h35 hier matin, Nicou fait ses adieux à sa femme et à ses amis devant la porte de la maison d'arrêt de Bourgoin dans l'Isère. Il a fait à pied les quelques mètres qui séparent le siège social du Sidunati de la prison. Sur son passage, les commerçants avaient baissé le rideau de fer de leur magasin. Avant de passer le portail de la prison, Nicou a précisé qu'il ne voulait pas d'une grâce présidentielle. Depuis, le bureau national du Sidunati a invité ses adhérents à appliquer strictement la grève de l'impôt sur le thème « Pas de Nicou, pas de sous ». Dans les Alpes, certains routiers n'ont pas caché leur colère. Au froid, au prix du péage, à l'état de la route, se sont ajoutés pendant quelques jours l'attente et les embouteillages provoqués au tunnel du Mont Blanc par la grève des douaniers italiens. Mais depuis ce matin, on roule à nouveau. Les douaniers italiens ont terminé leur grève la nuit dernière à 24 heures. Il a d'abord fallu dégager la neige de la route. Du côté français, le trafic s'écoule assez bien, mais du côté italien, des embouteillages subsistent. On espère que vers 16 heures, tout à l'heure, tout sera redevenu normal. On respire dans les villes de la vallée. Les nombreux camions en stationnement encombraient, comme vous le voyez, les rues, et toute circulation était devenue impossible.
Donc, en France, cette année, brouillard et verglas, plutôt que d'habitude, le froid s'installe véritablement, en montagne, beaucoup de neige, et comme je le disais déjà hier, des villages isolés, coupés parfois des moyens d'approvisionnement, et certains villages déjà en difficulté. Serge Misseret a choisi le cas du village d'Estaviel, dans les Hautes-Pyrénées. Estarviel est un tout petit village des Hautes-Pyrénées puisqu'il compte environ 50 habitants. Le village est à quelques 1000 mètres d'altitude, à 20 km de Luchon et à 7 km du col de Persourde. Et à Estarviel, comme partout ailleurs, dans les Hautes-Pyrénées, depuis lundi, il neige. La couche atteint par endroits 20 cm, la température est de -2, les routes sont glissantes. C'est bien sûr un très beau temps pour les skieurs, mais pour les agriculteurs comme pour les montagnards, cela marque le début d'une saison qui s'étend jusqu'au mois de mars, une saison souvent difficile. Quelle est votre profession? Moi, je suis agriculteur. Vous êtes agriculteur. Et ça représente quoi pour vous l'hiver? L'hiver, c'est assez dur. C'est-à-dire? Parce qu'il faut sortir beaucoup dehors, soigner les bêtes. On est toujours dehors. Alors qu'est-ce que vous faites pendant l'hiver? Après avoir soigné les bêtes, on fait des bricolages. Le bricolage, on s'occupe. Et comment vous passez le temps? Regarder la télé. Pour vous, c'est quoi l'hiver? L'hiver est, ma foi, une saison pas trop bonne. Difficile? Et assez dur, oui. Ça dépend, il y a des hivers qui sont assez bons, mais d'autres aussi pénibles. Hein. Et quand revient l'hiver tous les ans, qu'est-ce que vous faites? Et ma foi, il faut soigner les bêtes à l'intérieur. C'est-à-dire que nos bêtes restent à l'intérieur pendant 6 mois. Et alors, il faut que pendant l'été, on fasse assez de fourrage pour pouvoir les soigner. Et notre principal revenu, c'est l'élevage. C'est pour ça qu'il faut qu'on travaille assez pour vivre l'hiver. Quelles sont les conséquences de la neige et plus généralement du froid, les conséquences économiques pour le canton? Eh bien, les chutes de neige dans le canton paralysent certainement la vie économique du pays. D'abord, en ce qui concerne les agriculteurs, je pense qu'ils se préparent environ pendant 5 ou 6 mois pour affronter les rigueurs de l'hiver, les 6 autres mois de l'année. Et il est incontestable que lorsque la neige tombe prématurément, comme cette année, c'est une gêne pour eux. C'est une gêne d'autant plus désagréable que souvent, au mois de novembre, il existe encore des prairies qui peuvent être pâturées, qui sont en état de recevoir les bêtes, ou des récoltes telles que le maïs, quelquefois même les pommes de terre, qui ne sont pas rentrées. Et une chute de neige abondante empêche une récolte satisfaisante et grève automatiquement le budget de ces exploitations. Est-ce que la venue de l'hiver apporte beaucoup de changements dans votre commerce? Ah oui. Il m'apporte beaucoup de changements, vu que tous les skieurs qui arrivent ici, tous les dimanches, les samedis et dimanches. Et en dehors de la période de ski? Moins, simplement les week-ends. Puis j'ai les vacances de Noël, les vacances de Mardi Gras et pas que. Si nous avons la chance d'avoir de la neige jusqu'à Pâques, toutes les vacances sont bonnes. Hein. La neige? Ah, mais non, maintenant, en vieillissant, on ne l'aime plus, Pierre. À présent, 2 histoires d'enfants. Vous savez qu'hier, une famille parisienne a vécu 4 heures d'angoisse. On avait volé sa voiture à bord de laquelle se trouvait surtout Fanny, un bébé de 4 mois. Fanny a été retrouvée plus tard dans la soirée, elle va bien. Norbert Soro, qui a volé et abandonné la voiture, a été arrêté dans une clinique de Créteil. Soro venait d'assassiner une jeune employée de la RATP. L'enquête vient de le prouver. Voici maintenant Martin Schell, le 3e enfant du ministre allemand des Affaires étrangères. Martin est un petit Indien de Bolivie que Walter Schell et sa femme ont découvert et adopté au cours d'un séjour en Amérique du Sud. Martin apprécie, paraît-il, le climat des bords du Rhin, mais pas du tout le fromage blanc qui arrondit tant de petits Allemands. Pour faire sortir les Marseillais quand il fait froid, il faut vraiment un excellent spectacle. Hier soir, ce n'était plus la passion d'Ajax contre l'OM, la rencontre de Feyenoord et de l'équipe du Grand Delta, Marseille, Lyon et Nîmes, n'a pas soulevé hier soir un grand intérêt. Le Feyenoord de Rotterdam, le champion de Hollande, opposé hier soir au stade Vélodrome de Marseille à la sélection du Grand Delta,
C'était une affiche prometteuse qui malheureusement n'avait attiré que 10 000 personnes. Carnus, Baeza, Auger, Bosquier, Kabyle en défense, Gress, Novi en milieu de terrain, le Hongrois Nagy, Mézis, Koblar et Verloc, un Hollandais en attaque. Cette mosaïque n'allait pas s'en laisser compter par le champion de Hollande, à gauche maillot 2 tons. Bosquier dominait Van Hagen, Skoblar prenait le meilleur sur Israël. Il n'en fallut pas plus pour que Treitel, le gardien néerlandais, soit sérieusement inquiété au cours des 45 premières minutes de jeu. Sur cette attaque de Verloc et un corner tiré de la droite, Skoblar récupérait le ballon et son tir, vous allez le voir, son tir du droit, ne laissait aucune chance cette fois au gardien Treitel. Grand Delta 1, Feyenoord 0. La pause survenait sur cet avantage du Grand Delta. Les 5 entraîneurs, Leduc, Zatelli, Mignot, Firoud et Vincent, présentaient en deuxième mi-temps Pantelic, Kula, Bosquier, Mihalovic, Kabyle, Novi Bonnel, Pirkalab, Nagy, Dinalo et Verloc. La ligne d'avant du Grand Delta combinait fort bien et sur une contre-attaque et une mésentente adverse, Dinalo récupérait le ballon, son tir brossé trompait Treitel pour la seconde fois. Grand Delta 2, Feyenoord 0. Nous revoyons pris sous un autre angle cette fois ce but de Fleury Dinalo qui sanctionnait la victoire des meilleurs joueurs opérant au sein de ce Grand Delta. À présent, retour à la bourse, comme chaque jour normal. Michel, comment la bourse a-t-elle réagi aux mesures de réanimation adoptées hier par le Conseil des ministres? Eh bien, sans bouger. Je crois que les variations de cours sont très faibles. L'indice de 13 heures marque un petit progrès de 1,66, mais c'est 1,66 pour 1000 à peu près. Donc vous voyez que ce ne sont pas des fluctuations importantes. Je crois que pour résumer un petit peu la réaction, on peut dire que le grand public, lui, est un peu déçu parce que M. Giscard d'Estaing a finalement choisi de saupoudrer. Il n'a pas pris quelques grandes mesures simples et compréhensibles pour tout le monde. En revanche, les professionnels qui sont plus à même d'apprécier l'ensemble des mesures arrêtées par le ministère des Finances ne sont pas déçus. Ils pensent qu'à long terme, ces mesures, effectivement, porteront leurs fruits et qu'elles joueront un rôle dans une meilleure tenue du marché. Mais nous allons regarder tout de suite les cours pendant que je vous dis un mot de ces mesures et que j'essaye de les commenter. Le ministre des Finances avait dit qu'il voulait travailler dans 6 directions et que la première direction, c'était l'aménagement du droit des sociétés. Alors, pour aménager le droit des sociétés, eh bien, on veut améliorer la protection des actionnaires minoritaires pour les cas de fusion ou de prise de participation, et puis également assouplir un petit peu le droit préférentiel de souscription qui est donné aux actionnaires. Et aussi, mesure importante, élargir les conditions dans lesquelles les sociétés peuvent intervenir sur le marché de leurs titres. Autrement dit, les présidents qui laissent tomber, comme on dit, leurs actions en bourse n'auront plus d'excuses puisque maintenant la loi leur donnera la possibilité d'intervenir. Autre chose, la deuxième ligne d'intervention du ministre, c'est l'adaptation de la fiscalité des entreprises. Et là, ce sont les seules mesures fiscales proprement dites. Les entreprises pourront avoir plus de souplesse pour la distribution des produits financiers de leurs filiales. Et également, elles pourront, en ce qui concerne l'imputation fiscale du bénéfice distribué, jouer sur 5 exercices antérieur à celui de la distribution, alors qu'autrefois elle ne pouvait jouer que sur un seul exercice. On est mesure technique, mais le ministre a précisé qu'à son avis, c'était aux entreprises d'abord d'améliorer les distributions, et donc que le gouvernement n'avait qu'à agir en faveur des entreprises et de ne pas s'occuper de ce qui arrivait ensuite, en aval. Troisième grande ligne, l'amélioration de la protection et de l'information des actionnaires. Eh bien ça, c'est tout ce qui concerne la COB et tous les problèmes d'information des actionnaires, les notices distribuées par les entreprises, la vérification de l'exactitude des comptes, etc. Quatrième grande ligne, la révision du statut et de la rémunération de certains intermédiaires. Alors là, c'est important, ça concerne bien sûr le statut des agents de change. On va réunir une commission, une de plus, pour voir dans quelles conditions on peut réformer le statut des agents de change, notamment pour permettre que les charges d'agents de change deviennent des sociétés de capitaux, ce qui leur permettrait de se développer considérablement et de devenir beaucoup plus importantes qu'elles ne le sont aujourd'hui, et aussi pour donner aux agents de change la possibilité d'agir en contrepartie, c'est-à-dire d'acheter ou de vendre pour leur propre compte, droit que les agents de change n'ont pas en France à l'heure actuelle.
Et puis aussi, une autre commission se réunit, mais ça fera peut-être moins plaisir aux épargnants, pour réviser un petit peu l'actuelle tarification des commissions de ces intermédiaires, ce qui se traduira très probablement par une hausse des prix qui sont payés pour l'intervention des intermédiaires. Enfin, cinquièmement, modernisation du marché. Alors là, le ministre a dit que conformément à la demande de la commission Baumgartner, il allait demander à la COP de faire un certain nettoyage du marché du comptant et d'autre part d'essayer de relancer le marché hors cote. Et quand on parle de relance du marché hors cote, il est certain que la possibilité pour les agents de change de faire la contrepartie, ce que je vous disais tout à l'heure, peut jouer un rôle important sur ce point précis. Sixièmement, l'ouverture sur l'étranger. Alors là, le ministre a souligné toute l'importance qu'il y avait effectivement à faire de Paris une place internationale. Et pour tenter un peu plus les organismes, les investisseurs institutionnels étrangers, les organismes qui achètent des actions et des obligations, eh bien, on va étendre l'avoir fiscal aux fonds d'investissement et aux caisses de retraite qui appartiennent aux pays du marché commun. Donc cela augmentera le revenu que ces sociétés pourront tirer des valeurs françaises. Et autre mesure très importante, l'extension de l'avoir fiscal aux compagnies d'assurance françaises, ce qui semble traduire de la part du ministère un choix en faveur de l'investissement collectif plutôt qu'en faveur du petit épargnant individuel. Voilà l'ensemble de ces mesures. Je pense que dans bien des cas, seuls les initiés ont compris, dans ce cas en ce qui concerne la fiscalité pour les entreprises, mais disons, et répétons ce que j'ai au début, d'une façon générale, le petit actionnaire est plutôt un peu déçu parce qu'il ne comprend pas très bien l'ensemble de ces mesures. En revanche, les professionnels pensent que toutes ces mesures auront un rôle important à jouer dans les mois qui viennent et les années qui viennent et faciliteront notamment la tenue du marché de Paris en concurrence ouverte avec le marché de Londres demain et dès aujourd'hui avec celui de Francfort ou de Zurich. Dès aujourd'hui, j'exagère un peu puisqu'il y a toujours le contrôle d'échange, mais disons dans le cadre du marché commun et en plus dans le cadre du marché commun élargi. À vous Jean-Pierre Elkabbach. Merci. Télémidi est donc terminé. Merci de votre attention. Bon après-midi et à demain.